Peut-être passer la parole, si Patricia le veut bien, passer directement à Hervé Fernandez pour le propos du directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci, merci Michel. Oui, vous avez évoqué le fait que la lutte contre l'illettrisme a été déclarée grande cause nationale en 2013. Donc je vous propose 2 images et d'échanger avec vous autour de 3 idées. Alors, je vais essayer de... Je ne vois pas la projection plein écran, mais on va passer à l'image. Ah non, voilà. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, il s'agit de la campagne d'information. Donc voilà, notre idée à travers cette campagne, c'était qu'on puisse... Merci beaucoup. Voilà, notre idée à travers cette campagne nationale, c'était de mettre en évidence ce phénomène de l'illettrisme qui est présent partout, mais qui a la particularité d'être parfaitement invisible, puisque ce terme de situation d'illettrisme renvoie à des personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées dans notre pays, ne parviennent pas à se faire comprendre en écrivant un message très simple de la vie quotidienne, ne parviennent pas non plus à comprendre le sens d'un texte en le lisant. Donc cette situation est différente d'autres situations, la situation de personnes qui doivent apprendre le français, la situation de personnes qui n'ont jamais été scolarisées dans leur pays d'origine. On va parler de solutions liées à l'alphabétisation. Donc on a voulu montrer, voilà, sans la capacité à lire, écrire, comprendre un message très simple, les images peuvent être trompeuses. Donc c'est la société civile qui a souhaité que la lutte contre l'illettrisme soit déclarée grande cause nationale. Il y a un collectif de partenaires de la société civile aux sensibilités très diverses qui a souhaité qu'on franchisse une étape en disposant de moyens pour sensibiliser l'opinion publique sur cette question et en même temps donner à voir les solutions qui existent et qui sont proposées aux personnes. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a servi d'entité fédératrice à l'ensemble de cette mobilisation et c'est nous qui avons présenté la candidature auprès du Premier ministre et qui a ensuite, une fois la décision prise, avons fait vivre cette campagne, mais aussi nous avons organisé, agencé la mise en place d'assises de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme sur l'ensemble du territoire national. Donc avec ces partenaires aux sensibilités très diverses, parce que nous, en réalité, l'Agence de lutte contre l'illettrisme, c'est une toute petite structure composée de 12 personnes basée à Lyon, une structure très légère, qui ne dispose pas de crédit pour financer des actions de lutte contre l'illettrisme, mais qui repose sur un système de valeurs très particulier et qui fait la promotion d'une méthode de travail. Donc on pense que pour venir à bout de ce problème, pour prévenir le phénomène de l'illettrisme, pour le faire reculer, il est absolument nécessaire de disposer d'une définition commune sur ce que recouvre cette notion d'illettrisme. Et donc il y a un gros travail qui a été conduit au moment de la création de l'agence, au moment de son installation, avec tous ceux qui peuvent jouer un rôle pour venir à bout de ce problème, pour qu'ils se mettent d'accord sur une définition partagée. On continue à penser dans notre pays, et on se distingue en cela d'autres pays qui ne parlent pas d'illettrisme, qui ont fait le choix de ne pas utiliser ce terme. On a fait le choix dans notre pays de continuer à utiliser ce terme parce qu'on a fait le choix de voir la réalité en face. On a fait le choix aussi de pouvoir quantifier ce phénomène dans la population. Donc bien définir le problème, c'est aussi une manière de pouvoir évaluer l'ampleur des besoins dans la population. Et cette quantification a été faite grâce à la définition qui a été posée, qui a été fourni à l'INSEE. Nous avons fourni une batterie de tests aux enquêteurs de l'INSEE pour qu'ils soient en capacité, ensuite, au domicile des 13 000 personnes interrogées, de vérifier si les personnes avaient les compétences de base en lecture, écriture nécessaires pour faire face à des situations très simples de la vie quotidienne de manière autonome. Et donc on dispose, grâce à cette définition, grâce à ces enquêtes, une première enquête a été conduite en 2004, l'enquête information et vie quotidienne, d'une idée précise de l'ampleur des besoins dans la population. On sait aujourd'hui, on sait depuis 2004,
que 3 100 000 personnes étaient confrontées à l'illettrisme en 2004. 1 200 000 personnes avaient des difficultés avec la langue et ces personnes-là n'avaient pas été scolarisées dans notre pays. Donc 3 100 000 personnes scolarisées en France en situation d'illettrisme. Et cette enquête a été renouvelée en 2011. On a eu les résultats en 2012. En 2012, l'INSEE nous indique que 7% des personnes âgées de 18 à 65 ans, en ayant utilisé les mêmes tests qu'en 2004, étaient confrontées à l'illettrisme. Ça représente 2 500 000 personnes. Donc on est passé de 3 100 000 personnes en 2004 à 2 500 000 personnes en 2012. Au-delà de ce chiffre important, ce qui nous a frappé, c'est le profil des personnes confrontées à cette situation. Et on est loin des idées véhiculées, reçues sur le phénomène de l'illettrisme. On s'est aperçu que plus on avance en âge, plus les difficultés sont importantes. Le taux d'illettrisme est 2 fois supérieur chez les personnes qui ont plus de 45 ans. On s'est aperçu aussi que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme exercent une activité professionnelle. Elles sont dans l'emploi. L'INSEE nous dit que 30% des personnes, des 2 500 000 personnes qui sont confrontées à l'illettrisme vivent dans des zones rurales. La moitié d'entre elles vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées. Et puis lorsqu'on demande aux personnes quelle était la langue qu'elles parlaient à la maison lorsqu'elles avaient 5 ans, 70% d'entre elles disent qu'elles parlaient le français à la maison à l'âge de 5 ans. Donc on avait souvent tendance à entendre que le problème de l'illettrisme, c'était le problème des jeunes, c'était le problème des exclus, c'était le problème lié à l'immigration. Et la réalité est complètement différente. Donc on tient vraiment à cette définition, à cette mesure du phénomène, parce que lorsqu'on mesure le problème, on peut le prévenir, on peut agir pour faire en sorte que tous les enfants sortent bien de l'école en maîtrisant cette base essentielle en lecture, écriture, calcul qui va leur permettre de poursuivre des études, de trouver leur place, d'apprendre un métier et d'être complètement autonome dans la société de l'information. Donc on est attaché aussi à l'idée qu'on peut agir sur tous les fronts, prévenir le problème, et puis aussi proposer des solutions aux jeunes, aux adultes, lorsqu'ils sont dans l'entreprise, lorsqu'ils apprennent un métier. Donc il y a un énorme travail qui est réalisé avec les milieux de l'entreprise, le monde du travail, les partenaires sociaux, tous ceux qui peuvent accompagner les salariés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les exigences en matière d'écrit, en matière de communication écrite, l'entrée du numérique dans le monde du travail met une forte pression sur les épaules des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme. Elles donnent satisfaction, elles font ce qu'on leur demande dans leur emploi. Elles ne sont pas moins motivées, pas moins intelligentes, simplement elles sont en difficulté lorsqu'il y a des changements. Donc il y a un enjeu très important d'anticipation pour faire en sorte que ces salariés bénéficient bien de ce capital de connaissances de base qui va leur permettre de progresser et d'être complètement à l'aise sur leur poste de travail. Et puis, la troisième idée qui nous tient à cœur et qui fonde notre méthode de travail, donc une définition commune pour qu'on soit tous d'accord sur le problème à résoudre, l'idée qu'on doit agir sur tous les fronts et que chacun a un rôle à jouer dans ce domaine. Et puis la troisième idée, c'est celle qui vise à prendre appui sur les bonnes pratiques, identifier ce qui a fonctionné, identifier les bonnes pratiques, les formaliser, les faire connaître, mettre à la disposition de ceux qui se demandent comment faire les outils, les moyens d'agir pour qu'il n'ait pas à réinventer des méthodes, des solutions qui ont déjà été éprouvées par les autres. Voilà les 3 grandes idées que nous défendons à l'agence. Et à travers ces idées-là, nous n'avons pas vraiment le sentiment, en tout cas premier, même si tout le travail, tous les efforts qui sont faits pour donner à chacun ce socle de compétences de base participent à la logique de cohésion sociale, mais ce qui nous guide vraiment à travers l'ensemble de ce travail, ce qui guide tous les partenaires que nous réunissons, c'est l'idée de l'émancipation, c'est l'idée de l'autonomie, c'est l'idée de la liberté. Je pense que c'est une idée qui prime sur l'effort qu'on peut produire pour organiser cette cohésion sociale. On est réellement là sur une approche émancipatrice, c'est-à-dire donner à chacun ce capital de compétences de base qui va lui permettre de ne plus dépendre des autres, de retrouver fierté, lorsqu'on réapprend à lire et écrire, mais en même temps
de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre de ses collègues au travail lorsqu'on doit faire face à une situation qui nécessite de savoir lire, de ne plus dépendre de la personne qui est au guichet dans l'administration qui va remplir les documents, de ne plus dépendre de ses enfants aussi, de ne plus dépendre de son entourage. Donc on est réellement dans cette logique-là, et c'est ce que nous rappellent tous les partenaires que nous réunissons. On est à chaque fois dans l'idée d'offrir plus de liberté. Merci Hervé. Pour le coup, avec une référence à l'émancipation, on est dans le droit fil d'une histoire nationale des idées, on est dans le droit fil du discours de Condorcet en 1792 sur l'éducation populaire.